Il s'agissait donc de présenter un panorama général des sociétés secrètes dans le cadre de ce séminaire littéraire, de façon à faire comprendre aux gens que les sociétés secrètes sont un élément du décor tout à fait important de toute la littérature européenne de la fin du XVIIIe siècle au milieu enfin, à l'aube du XXIe aujourd'hui. Donc pour ce faire, j'ai essayé de traiter le problème en 5 parties. D'abord préciser le cadre général dans lequel je m'exprimais, c'est-à-dire un cadre public, bien entendu, d'un public averti, certes, mais quand même public. Deuxièmement, essayer d'approcher la définition de ce qu'est une société secrète, les motivations pour en créer une, les motivations pour y entrer éventuellement. Et là, on a essayé d'approcher les principales caractéristiques qui sont nécessaires et suffisantes pour qu'il y ait effectivement réalité d'une société secrète traditionnelle dans le monde occidental. Bien entendu, ce ne sont que de celle-là qu'on parle. En troisième point, il était important de préciser peut-être que ces sociétés secrètes étaient basées sur un certain nombre de données mythiques et mythologiques en même temps, mais surtout métaphysiques. Et donc on a un petit peu travaillé autour de la thématique du temps, du symbole, de l'ésotérisme, de l'initiation, en essayant de définir ces mots au plus près, sans faire tout de suite. De très nombreuses classifications ont été faites, et ces classifications n'ont d'intérêt que si on comprend qu'elles sont faites pour un temps assez réduit, plutôt à les considérer sous forme de photos que sous forme d'un continuum dans le temps, parce qu'avec les âges, certains critères peuvent changer. Ça, c'était le troisième point. Le quatrième point, effectivement, c'était quelques données autour de la métaphysique et autour des mythologies des sociétés secrètes. Donc là, on est revenu sur la question du temps, donc la notion du temps primordial, puis le temps sacré, qui est un temps répétitif, cyclique, refabriqué, c'est le temps des rituels, etc. Et j'ai essayé de donner quelques exemples à partir de la flèche du temps, qui est un phénomène assez connu, théoriquement irréversible. Voir comment la flèche du temps se mettait à onduler, prenait l'aspect symbolique du serpent, évidemment, lequel serpent est assimilable à la lumière, lequel serpent et la lumière, quand elle commence à amorcer un cycle, se retourne sur elle-même et vont nous renvoyer à la figure mythique de l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Et puis ce serpent qui se mord la queue, quand il commence à travailler dans la troisième dimension, va nous amener très vite à la notion de spirale. Et la notion de spirale symbolique va nous amener bien sûr aux confins de la science moderne la plus pointue, à savoir qu'on a découvert que l'univers, notre univers, est un univers qui est en expansion et qui en plus est en accélération. Le cinquième point qu'on a abordé, qui était le point peut-être le plus long, qui faisait la jonction avec les travaux de la suite de mes confrères, c'est d'essayer de comprendre pourquoi les sociétés secrètes fascinent tellement les écrivains, les artistes, surtout au cours des derniers siècles. Et donc on a survolé très rapidement l'époque des Lumières, bien entendu, avec tout ce qui s'est passé dans les modifications de certaines sociétés initiatiques, etc., notamment les hauts grades de la maçonnerie. On a ensuite embrayé sur l'époque romantique avec les écrivains du romantisme qui sont tous très imprégnés des sociétés secrètes. On a survolé Balzac, mais aussi Goethe, mais aussi Walter Scott, Byron, etc. Et puis, en continuant sur l'histoire du XIXe siècle, en passant par la Restauration, la Révolution de 1830 et puis la Seconde République de 1848 avec l'arrivée d'un prince-président, Louis-Napoléon Bonaparte, futur empereur qui lui-même sortait des Carbonari, c'est-à-dire d'une société secrète dont il avait été membre pendant longtemps. On arrive progressivement à la Troisième République, à Jules Ferry, à tous les occultistes de la fin du XIXe siècle, donc cette grande période particulière, où on va retrouver littérairement les grandes écoles telles que le symbolisme, l'école réaliste aussi, et puis on va aller tout doucement vers le surréalisme, avec des personnages remarquables comme André Breton, la pataphysique avec Alfred Jarry, Georges Perec, Marc Orlan,
énormément d'auteurs. On va mentionner un peu les écrivains de l'ère du Verseau, autour de Paul Lecourt, dans l'entre-deux-guerres 1440, donc 1439, pour arriver à Marilyn Ferguson et le New Age, c'est-à-dire toute l'éclosion de l'ère du Verseau, l'ère d'Aquarius, et puis terminer sur aujourd'hui, un moment où probablement la physique de pointe la plus moderne est en train de se raccorder avec des anciennes vérités qui avaient été perçues plusieurs millénaires avant notre ère, qu'on ne pouvait pas à l'époque prouver et qu'aujourd'hui on commence à pouvoir prouver. Voilà. Donc ça c'était pour le volet des sociétés secrètes qui était la première conférence. La deuxième conférence porte plus particulièrement sur le contenu de mon livre qui s'appelle Les magiciens du crépuscule. C'est un hommage à Louis Pauwels et à Jacques Bergier que j'ai assez bien connu dans le passé, qui en 1960 ont écrit un maître livre qui a fait beaucoup de bruit à l'époque et qui continue d'avoir du succès et qui s'appelle Le Matin des magiciens. Et Le Matin des magiciens est un livre dans lequel Pauwels et Bergier, malgré un certain nombre d'erreurs qu'ils avaient anticipées par avance d'ailleurs, et c'est très clairement annonce une ambition tout à fait importante qui était à cette époque-là de réconcilier la tradition avec les sciences de pointe qu'ils pressentaient en 1960. Or aujourd'hui, en 2020, on s'aperçoit qu'ils ont eu raison. Ils ont raison, puisque toutes les branches les plus avancées de l'astrophysique, de la mécanique quantique, etc., sont en train de confirmer petit morceau par petit morceau, encore une fois, non seulement ce qu'on disait précédemment, c'est-à-dire ces grandes visions du passé, des philosophes de l'ancien temps, des gens comme Héraclite, comme Platon, etc., mais encore sont en train d'opérer une sorte de réconciliation entre l'approche scientifique des choses et une approche beaucoup plus intuitive, puisqu'il est bien connu que tout ce qui est de l'ordre de l'intuitif ne peut pas s'expliquer, ou en tout cas ne peut pas se démontrer et se prouver. Et néanmoins, aujourd'hui, la physique très avancée vient à la rencontre des grands intuitifs, des voyants, des gens qui font du channeling, des gens qui ont des illuminations, qui sont tous sauf des fous, qui sont simplement des gens qui ne peuvent pas forcément reproduire l'expérience qu'ils vivent et qui, en plus, n'ont pas les moyens forcément de la contrôler. Ils sont souvent passifs. Voilà. Donc c'est extrêmement encourageant pour l'avenir. Et à l'intérieur de ce livre, moi personnellement, j'ai développé une thèse assez compliquée. Je l'avoue franchement, c'est une thèse qui demande de travailler selon la pensée complexe d'Edgar Morin, de Jacques Attali, de Michel Serres, etc., de ces grands précurseurs qui ont créé le groupe des 10 dans les années 65-70, le groupe qui ont préfiguré ce qu'on appelle l'interdisciplinarité, qui devait déboucher ensuite sur la transdisciplinarité et qui a débouché effectivement, à savoir que existe-t-il un complot mondial au sens d'un complot planifié à l'échelle de la planète? Ce complot existe-t-il vraiment? Est-il crédible? Est-ce qu'on est en capacité d'apporter des preuves d'autre chose que des preuves de fragments d'actions complotistes qui sont tout à fait différentes, évidemment. Ça, personne ne songe à nier que les complots sont très nombreux, qu'il y a plein d'actions complotistes en tout genre, au niveau des groupes pharmaceutiques, au niveau des grands groupes financiers, au niveau de la problématique de certaines mises sur la santé, etc. Personne ne songe à nier ça. La question est de savoir si on a affaire à une planification de type mondial, c'est-à-dire vraiment planétaire, ou s'il ne s'agit que d'une juxtaposition et d'une sorte de trompe-l'œil où l'on prend un certain nombre de faux semblants pour des réalités. Clairement, l'hypothèse que je défends, mais qui sera clivante, ça je n'en doute pas, c'est que beaucoup de gens confondent la succession, la juxtaposition de corrélations avec la création de causalité entre les différents termes. Et le travail est donc un travail d'examen assez fouillé, dans lequel j'ai essayé de mettre mes opinions personnelles complètement en retrait, de façon à ce que je puisse, si je puis dire, plaider à charge et à décharge, et non pas simplement vers là où me penchent mes propres convictions, mais essayer de voir
qu'est-ce qui objectivement pouvait laisser penser qu'un complot mondial pouvait exister, qu'est-ce qui ensuite permet de dire qu'il n'existe pas, avec si possible des preuves. C'est toujours très difficile, pour ne pas dire impossible, de prouver que quelque chose n'existe pas. C'est pour ça qu'on utilise ce qu'on appelle le système des impossibilités logiques. Mais pour autant, ce n'est pas forcément convaincant pour quelqu'un qui n'a pas envie d'être convaincu. C'est aussi un travail sur le raisonnement des individus, c'est-à-dire dire aux gens, apprenez à penser. Ne vous contentez pas de croire, mais apprenez à penser. C'est-à-dire apprenez à penser par vous-même d'une façon hypothético-déductive. Ne croyez pas forcément tout ce qui est raconté. Quand vous n'avez pas vérifié les sources plusieurs fois, il n'y a aucune raison de penser que telle source ou telle source soit plus vraie qu'une autre. Il faut vraiment aller creuser avant de dire mon opinion est que cette chose-là est vraie. Alors c'est très difficile à notre époque, puisque le conspirationnisme est partout, c'est une idée à la mode, et ce conspirationnisme il vient du fait que nous sommes dans une époque de très très grande confusion. Le monde ne va pas très bien sur le plan de l'esprit global. Il y a une énorme confusion qui fait que tout le monde veut avoir raison, les égos s'entrechoquent, les gens sont sur des problématiques de démontrer qu'eux-mêmes ont raison, même contre toute évidence, etc. Et n'arrivent pas à se mettre à distance de la réalité des sujets observés. Et tout ça devrait s'inscrire, est-ce que tout cela s'inscrit, oui ou non, dans l'hypothèse de la fin d'un cycle? Donc le résultat de ma trouvaille, qui n'est pas une grande découverte, c'est que je pense que plutôt que d'attendre et d'imaginer que les complots sont organisés par des sociétés secrètes, Illuminati ou franc-maçonnerie ou Skull and Bones ou tout ce qu'on peut imaginer, on est beaucoup plus, on fera du bien meilleur travail si on commence à comprendre que le travail consiste à bosser sur soi-même, c'est-à-dire en fait à essayer de manière individuelle à faire monter son propre champ de fréquence, son propre taux vibratoire, et ce faisant faire remonter le taux de conscience du monde. Mais ça passe par l'individualité, par la, comment dirais-je, par la reprise en main de l'éducation au départ des enfants, l'accès aux filles et aux femmes dans les pays sous-développés à la connaissance, à l'instruction, et ça va demander évidemment des années et des années. On s'y est déjà attaqué, il y a d'excellentes choses qui se passent, il faut continuer, parce que c'est que comme ça qu'on arrivera à faire remonter le taux vibratoire du monde, sinon il ne montera pas. Et moi je suis assez pessimiste pour le lendemain et très très optimiste pour le surlendemain. Je pense que nous allons passer des moments de turbulence difficiles, mais qu'au final, un certain nombre de très bonnes choses sont à attendre parce que les bonnes vibrations sont quand même en marche et elles sont beaucoup plus sûres et beaucoup plus fortes qu'on les imagine habituellement. Donc il n'est pas nécessaire d'être toujours dans le sombre, dans le négatif. Il y a de la difficulté, il va y avoir des coups, il va y avoir probablement de la sueur et des larmes, mais au final, un certain nombre de choses vont vaincre. Les bonnes forces vont certainement gagner, parce que nous montons en fréquence tout simplement.